Je suis donc le directeur d'un think tank qui s'appelle The Shift Project et qui a pour but de faire du lobbying d'intérêt général sur les questions climat-énergie. Donc on monte des groupes de travail thématique par thématique et on élabore des propositions politiques pour décarboner l'économie qu'on va porter auprès des différents ministères dans le but d'influencer la législation dans le bon sens pour sauver le climat et sortir des énergies fossiles. Donc Maxime m'a proposé d'intervenir et je le remercie. Il m'a demandé de parler non pas du climat, puisque vous avez déjà eu une conférence dessus. On va parler de l'autre facette du carbone qui est celui de l'énergie. Donc on va parler du peak oil, des ressources fossiles qui sont limitées. On va voir également comment s'articulent ces deux contraintes climat-énergie. Puisqu'il y a des débats en termes de communication et de lobbying pour changer le monde. Est-ce qu'il faut se focaliser sur la contrainte climatique ou est-ce qu'il faut plutôt communiquer sur la contrainte énergétique? Il y a des avantages et des inconvénients et puis surtout vous allez comprendre que les deux existent et sont liés ensemble. Et puis ensuite, on va surtout parler de quelque chose de très important, c'est de la très forte dépendance de l'économie à l'énergie. Et qui fait que le challenge de sauver le climat ou de sortir des énergies fossiles est quelque chose qui est très loin d'être gagné. C'est quelque chose de très, très compliqué à atteindre. Et si on n'a pas bien mesuré dès le début à quel point ça va être compliqué et à quel point c'est lié à l'économie, on part vers des solutions qu'on élabore un petit peu hors sol et puis dès qu'on commence à les mettre en œuvre, on voit que ça coince et du coup ça les rend inopérantes. Donc c'est important d'avoir pris la mesure dès le début de cette très forte interaction entre l'économie et l'énergie pour faire des propositions qui vont passer la barre, qui vont passer la rampe de la réalisabilité, faire des choses réalisables, des choses qui soient concrètes et qui soient réalistes en termes politiques et acceptables socialement. Voilà. Alors, on démarre et on va faire un petit topo. L'énergie pour les nuls, rapidement. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? Alors, l'énergie est ce qui est... on va commencer déjà par les quelques points à ne pas confondre, des confusions qui sont très souvent faites dans les médias ou dans les discussions. On a tendance à confondre énergie et puissance, donc là c'est de la physique. On a tendance à confondre énergie primaire et énergie finale, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Et puis quelquefois dans le langage courant, on parle d'électricité à la place de l'énergie ou d'énergie à la place de l'électricité, ou on confond le débat sur l'énergie avec celui sur le pétrole tout seul, qui est loin d'être la seule énergie au monde. Tout d'abord, la puissance et l'énergie. Petit cours de physique vite fait. La puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Et donc, plus on consomme d'énergie par unité de temps, plus on est en train de déployer une puissance importante. L'énergie primaire, l'énergie finale, l'énergie primaire, c'est l'énergie telle qu'on la trouve dans la nature, c'est-à-dire par exemple du gaz naturel dans le sous-sol, du pétrole, du charbon. Et puis l'énergie finale, c'est celle qu'on utilise vraiment. Donc là, on a de l'électricité par exemple qui permet de faire tourner l'ordinateur et le vidéoprojecteur. Bon, ben, ça, c'est ce qu'on appelle de l'énergie finale. Entre les deux, il y a eu des éléments de transformation, il y a eu du raffinage du pétrole, il y a eu une centrale thermique électrique qui a permis de faire de l'électricité mais qui a un rendement de l'ordre de 30%, donc on a perdu au passage. Et donc entre l'énergie primaire et l'énergie finale, ce n'est pas les mêmes quantités. Voilà, en gros, on divise par deux entre le début et l'arrivée parce que dans certains passages, on fait des transformations avec des rendements de l'ordre de 30%. Et puis à d'autres endroits, on perd juste quelques pourcents. Donc voilà pour petit topo technique. Et puis dernier point à ne pas confondre, énergie et électricité. Donc là, vous voyez ici le mix électrique en France avec beaucoup de nucléaire. Et puis là, vous avez la consommation d'énergie en France, alors depuis 1980, alors que là, c'est depuis le début du siècle. Si on regarde la consommation d'énergie globale, vous voyez que le nucléaire, c'est une petite partie, enfin, c'est une partie importante, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de pétrole. Voilà. Si on regarde le mix électrique, là, le nucléaire est prépondérant. Et puis ne pas confondre énergie et pétrole. Le pétrole, c'est 40% de l'énergie du monde. C'est donc très important.
mais ce n'est pas la seule énergie, loin de là. Alors, quelques ordres de grandeur. Une plaque électrique, c'est 1 kWh. Une éolienne, c'est 1 MWh, donc, donc 1000 watts. Pardon, une plaque électrique, 1 kW, je suis en train moi-même de confondre puissance et énergie, vous voyez. Une plaque, c'est 1 kW, une énergie, 1 MW, une centrale nucléaire, enfin une tranche de centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt. Et puis si on regarde la production d'électricité à l'échelle d'un continent, l'ordre de grandeur, c'est le terawatt. Donc vous voyez un petit peu l'écart important. Ce qui est important de noter, c'est l'écart ici entre une éolienne et une centrale, une tranche de centrale nucléaire ou une autre, même une centrale gaz ou autre, c'est de 1 à 1000. Hein. Donc il faut beaucoup plus d'éoliennes, il faut énormément d'éoliennes pour remplacer nos unités habituelles de fabrication d'électricité, qu'elles soient au gaz ou au nucléaire, sans compter qu'elles ne tournent pas tout le temps. Donc il en faut encore plus pour, une fois gérer le stockage, pour produire l'équivalent. À nouveau, quelques ordres de grandeur. Le pétrole sur Terre, c'est 87 millions de barils par jour. L'électricité en France, ça c'est des chiffres assez importants à retenir. Donc le pétrole, 87 millions de barils par jour, et le débat est de savoir si on peut aller très au-dessus, est-ce qu'on dépassera les 100, voilà, on va en parler tout à l'heure. L'électricité, un chiffre rond, hein, je l'ai arrondi exprès, 500 TWh par an, donc là c'est une consommation d'énergie par an. Et puis en termes de puissance, ça correspond à 100 gigawatts installés. L'ordre de grandeur d'une voiture qui roule, c'est 1 kWh par kilomètre. Alors c'est un peu moins en général, mais ce que je vous donne, c'est des ordres de grandeur. Hein. On n'est pas à quelques pourcents près. Hein. Et puis 1 litre d'essence, 10 kWh. 1 litre d'essence contient 10 kWh d'énergie. Voilà, donc c'est énorme. Vous allez voir tout à l'heure à quel point c'est beaucoup. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie mesure un changement d'état. Chaque fois que vous avez dans la nature quelque chose qui bouge, qui change, vous avez de l'énergie qui est impliquée. Donc, par exemple, vous faites chauffer de l'eau, il y a de l'énergie qui est impliquée. Vous vous déplacez, un bateau, un avion, un train, il y a de l'énergie. Vous déformez un objet, il y a de l'énergie qui est impliquée. Vous faites une réaction chimique, il y a de l'énergie également. Vous faites bouger un objet dans un champ magnétique, il y a de l'énergie qui est impliquée. Et vous faites une fission nucléaire ou une fusion nucléaire et vous avez de l'énergie qui est impliquée. Voilà. Le corps lui-même consomme de l'énergie. Et donc la puissance développée par le corps, juste pour qu'il fonctionne, hein, donc le métabolisme humain, c'est de 120 à 130 watts. Hein. Et ça nous fait 3 kWh par jour. Donc c'est ce qu'il nous faut, il faut qu'on se nourrisse pour, après passer le rendement de notre estomac et de notre tube digestif, avoir à disposition dans notre corps 3 kWh par jour. Voilà, mais ça c'est juste le métabolisme. Et puis le cerveau lui-même consomme un quart de l'énergie de notre corps, pas pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut délivrer comme énergie, nous, avec notre corps? Eh bien, si vous prenez quelqu'un de bien charpenté et vous lui demandez de faire travailler ses muscles avec ses bras, par exemple, donc il va je sais pas moi, il va creuser un trou, il va déplacer quelques tonnes de terre jusqu'à hauteur de 1 mètre, il va délivrer 0,05 kWh par jour. Voilà. Alors les jambes sont beaucoup plus puissantes et avec les jambes, il va pouvoir en faire 10 fois plus, donc un demi-kilowattheure par jour. Voilà. Vous payez Arnold Schwarzenegger au SMIC, à supposer qu'il accepte, et ça nous fait un prix du kilowattheure qui oscille entre 200 € et 2000 €, suivant qu'il a fait travailler ses bras ou ses jambes, alors que le même kilowattheure, si vous le payez dans votre compteur électrique, c'est 20 centimes. Voilà. Donc vous voyez là, vite fait, que l'énergie des muscles est quelque chose qui est dérisoire à côté de l'énergie à laquelle on a recours quand on fait marcher une voiture, un appareil, un téléphone portable, un ordinateur portable. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de vous mettre dans les gares SNCF. Maintenant, il y a des stations pour recharger son téléphone en pédalant. Bon. Ah, voilà. En pédalant, et en pédalant bien, on est capable, à la limite, de recharger son téléphone.
Alors, parler de chauffer sa maison, des choses comme ça, hein, on oublie. Donc l'énergie humaine est 1000 à 10 000 fois plus chère que l'électricité ou que les autres énergies dont on dispose. Voilà. Voici la consommation mondiale d'énergie par tête. Vu qu'on est à peu près à 20 000 kWh d'énergie consommée par personne et par an, eh bien c'est comme si on disposait de 200 esclaves énergétiques chacun. Voilà. Ça, c'est en moyenne sur Terre, hein, sachant qu'en France, on sera bien au-dessus de ça, puisqu'on en prend plus que notre part. Voilà. Alors voilà le petit topo sur l'énergie. Maintenant, on va parler de la phase amont du carbone, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui a permis de faire du CO2. Je vous redétaillerai tout à l'heure ce qu'on appelle amont et aval du carbone. Là, on est sur les énergies fossiles qui permettent de faire tourner l'économie. Les énergies fossiles, pour rappel, c'est 80% de l'énergie du monde. En dehors de ça, on a du nucléaire, de l'hydraulique et de la biomasse, plus les énergies renouvelables, les nouvelles énergies renouvelables, mais qui sont de l'ordre du pourcent pour les plus répandues d'entre elles. Mais le plus gros du sujet, c'est le fossile et ensuite quelques énergies non carbonées qui représentent 20% du total. Alors, sur les trois énergies fossiles, le gaz, le charbon et le pétrole, là on va parler du pétrole. Ensuite on parlera des autres. Mais pourquoi le pétrole? Parce que c'est l'énergie, parmi les énergies fossiles, la plus importante, la plus pratique et la plus indispensable à notre économie, notamment parce que c'est ce qui est utilisé pour le transport. Et le transport, c'est quand même majoritairement du pétrole, c'est à 97% du pétrole. Et les alternatives ne sont pas simples du tout. Les machines à vapeur au charbon, c'est il y a bien longtemps. Et franchement, quand on a pu faire autrement, ben, on ne s'en est pas privé. Et sur le pétrole, on a cette notion de peak oil qui nous concerne déjà. Voilà, on est dans l'actualité du peak oil aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que ce peak oil? Alors, petit rappel, petite parenthèse avant sur le pétrole, c'est le premier business du monde. Et il y a une raison à ça, vous allez le comprendre. C'est le premier négoce en valeur de la planète. L'idée du peak oil, c'est que quand on va taper dans une ressource finie, on va commencer par en extraire de plus en plus, puis à un moment donné, on va atteindre un maximum et ensuite ça va descendre. Bon, ça c'est pour des raisons physiques. Vous allez taper dans un stock qui est fini, qui se renouvelle à l'échelle des millions d'années, donc on considère qu'à notre échelle, il ne se renouvelle pas. Et ce stock, il est fini. Alors on pourra toujours aller chercher des petits bouts plus loin, hein, comme le pec citron, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais à un moment donné, de toute façon, même s'il continue à couler un tout petit peu, la quantité disponible, elle est limitée. Et il y aura forcément cette courbe qui passe par un maximum et qui descend vers la fin. La question est de savoir combien il y en a en tout. Hein. S'il y en a 10 fois plus que ce qu'on imaginait, on n'a pas de problème. Mais le principe d'avoir quelque chose qui va passer par un maximum et redescendre, ça c'est juste des mathématiques. Alors cette notion donc, de peak oil a été inventée par un géologue américain qui s'appelle Hubert. Et dans les années 1970, il avait prédit le pic pétrolier dans les années 50, il avait prédit le pic pétrolier aux États-Unis. Alors lui, il avait fait ces courbes-là, il avait fait la courbe des découvertes de pétrole dans le temps aux États-Unis, et puis il avait fait en parallèle la courbe de la production de pétrole. Et il s'est dit, bon, il faut à peu près 35 ans entre le moment où on découvre un champ de pétrole et puis le moment où on le met en exploitation. Donc je vais avoir deux courbes qui vont faire des bosses comme ça, et qui vont être décalées d'à peu près 35 ans. Donc il avait fait ses calculs dans les années 50, et quelques, et puis il a annoncé que les États-Unis passeraient leur pic pétrolier en 70. On lui a ri au nez, et on lui a surtout ri au nez en 1970-71 en disant « Monsieur Hubert qui nous annonçait la fin du pétrole », il n'avait pas annoncé la fin du pétrole, il avait annoncé le pic. « Monsieur Hubert qui nous annonçait la fin du pétrole, regardez, mort de rire, on est en 71, on n'a jamais produit autant de pétrole qu'aujourd'hui ». C'était exactement ce qu'il avait dit. Et puis, manque de peau, l'année suivante, on produit un peu moins, puis l'année suivante, encore un peu moins, et en fait, il avait raison. Donc en 70, en effet, on n'avait jamais produit autant. Et puis ensuite, ça a décliné. Alors c'est reparti, le graphe ne va pas jusqu'au bout, c'est reparti un peu à la hausse parce qu'il y a du pétrole non conventionnel qui vient s'ajouter là-dessus. Mais si on prend l'ensemble du pétrole conventionnel des États-Unis, la courbe, elle a bien cette forme-là. Après, on est allé chercher d'autres choses, donc une autre ressource d'une autre nature, qui fait que ça repart un peu à la hausse, mais c'est un autre réservoir.
Donc voilà, la notion de picole, elle vient de là. Si on reprend le principe au niveau juste d'un champ de pétrole, ça fait une forme qui a plutôt cette tête-là. Mais si on prend le sujet au niveau mondial, vous allez avoir plein de champs de pétrole qui sont exploités ici et là, qui ont des tailles différentes, qui ont des rythmes d'exploitation différents. Et à l'arrivée, quand vous additionnez le tout, vous allez avoir une courbe qui a beaucoup de chances, d'après les géologues, d'être à peu près symétrique, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez exploité la moitié de ce que vous serez capable d'exploiter en tout, eh bien vous êtes au pic. Voilà. La courbe, elle sera peut-être un peu dissymétrique sur la droite ou sur la gauche, mais globalement, l'idée est là. À la moitié de ce qui est disponible, vous êtes au pic. Alors, ça c'est bien beau, mais il y a 40 ans, on nous disait du pétrole, il y en a pour 40 ans. Et puis aujourd'hui, on continue de nous dire que du pétrole, il y en a pour 40 ans. Donc, dans 40 ans, probablement qu'on nous dira oui, du pétrole, il y en a pour 40 ans. Voilà. Ça, c'est vrai en plus. C'est ce qu'on disait il y a 40 ans. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire on a du pétrole pour 40 ans? Alors, je vous ai mis là deux graphes, 1970-2005, et je vous ai mis des quantités qui sont le pétrole déjà consommé, ici en bleu, les réserves prouvées, et puis le probable et disponible, donc les réserves ultimes, ce qu'on pourra explorer jusqu'au bout. Sachant que là, le haut est une donnée très floue. Hein. C'est très difficile à estimer. Mais il y a une donnée théorique quand même. Il y a une limite théorique puisque la Terre étant finie, on a bien un truc qui est limité. Que veut dire réserve prouvée? Les réserves prouvées, ce sont les réserves qui sont disponibles avec les technologies d'aujourd'hui et économiquement rentables. Économiquement rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût d'extraction est inférieur au prix de cette énergie sur le marché. Donc il suffit que le prix augmente pour que la définition des réserves prouvées change. Le périmètre change. Aujourd'hui, le pétrole, il est à 100 $ le baril, plus de 100 $ le baril. On se met juste 5 ans en arrière et puis on se dit qu'à l'époque, ce qu'on appelait réserves prouvées, n'était déjà pas la même quantité qu'aujourd'hui. Donc plus le prix augmente, plus on est capable, plus on est prêt à aller chercher plus loin du pétrole. Et puis la technologie avance également. Voilà, donc cette définition des ressources prouvées est une définition qui est complètement élastique. Et c'est pour ça qu'on continue de dire qu'il y en a pour 40 ans de pétrole. Alors en plus, que veut dire 40 ans de pétrole? Ça veut dire que la quantité de ces réserves prouvées, je l'étale dans le temps au rythme d'extraction actuel et je fais la division, j'obtiens un nombre d'années. J'ai une quantité divisée par une production annuelle, la division c'est un nombre d'années. C'est pratique de raisonner en années. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça fait l'hypothèse qu'on va consommer la même quantité qu'aujourd'hui pendant toute la durée. Ça suppose également qu'on va être capable d'extraire à ce rythme-là tout au long du temps. C'est pas sûr, ça, c'est pas gagné du tout. Donc en 70, voilà l'image qu'on avait quand on disait on a pour 40 ans de pétrole. Et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis? En fait, on a consommé beaucoup plus que la consommation de l'époque. Donc déjà, les 40 ans, ils n'ont pas duré 40 ans, ils ont duré beaucoup moins. Mais par contre, on est allé trouver d'autres réserves, d'autres puits de pétrole, et puis on a amélioré les technologies, on a réussi à extraire un peu plus de chaque puits, etc. Et donc, la quantité ici de réserves prouvées, elle a augmenté. Et on continue de dire qu'il y a pour 40 ans de pétrole, parce qu'on continue de prendre ce volume ici et l'étaler sur les 40 prochaines années, en supposant que ça va continuer au rythme d'aujourd'hui. Donc déjà, ça présuppose qu'on continue au même rythme. Voilà. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Non. Si on se dit qu'on va faire de la croissance et que pour faire de la croissance, il nous faut du pétrole, ce qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, en ces cas-là, la quantité, je vais la consommer beaucoup plus vite. Cette quantité de pétrole disponible, je vais la consommer beaucoup plus vite. Et puis, dans 33 ans, là, à peu près, dans une trentaine d'années, du jour au lendemain, j'en ai plus. Donc là, du jour au lendemain, il n'y a plus de pétrole, autant dire qu'on est tous morts, hein, on va se taper dessus, ça va être la guerre civile. C'est vraiment la fin du monde. Mais ça, c'est si on pouvait vraiment décider du rythme d'extraction. Parce que si on demande aux géologues, eux, ils nous disent la courbe, elle va plutôt faire ça. Elle va faire quelque chose qui monte, et puis plus ça va aller, plus ce sera difficile
à exploiter. Il faudra creuser profond, il faudra investir beaucoup, il faut du temps pour investir, et il faut des capitaux, donc ça se fait pas comme ça. Donc les géologues nous disent que ça aura plutôt cette tête-là. Voilà. Donc maintenant, entre les trois courbes, il y a la courbe un peu simplifiée des 40 ans de pétrole, un petit peu pour les journalistes qui aiment bien simplifier les choses. Il y a la courbe des économistes qui aimeraient qu'on continue de faire 2% de croissance au cours des prochaines années. Et puis il y a celle des géologues. Vous voyez qu'entre les trois, il va falloir concilier des choses qui n'ont pas du tout la même tête. Et puis là, je vous montre par exemple, pour illustrer un petit peu les espoirs de nouvelles découvertes à l'avenir. Vous voyez en bleu les découvertes passées. Vous voyez ici en vert clair la production. Vous voyez qu'ici, là, on a l'air sous la courbe verte. C'est à peu près la moitié de l'air qui est bleu ici. Donc on a déjà consommé une bonne partie de ce qui a déjà été découvert, une grosse moitié. Donc il nous en reste devant nous. Il y a des réserves, elles sont encore dessous, on ne les a pas récupérées. Il y a des réserves qui sont là, elles sont identifiées, elles sont prouvées et on va les consommer dans les années à venir. Mais les découvertes en cours, elles sont de l'ordre de ce qu'on voit ici. Quand on vous annonce une super découverte au large du Brésil et qu'on en fait tout un foin, ça correspond en fait à une semaine de consommation mondiale. Donc il faut relativiser. Ces découvertes qu'on fait en ce moment, on parle d'aller sous l'océan Arctique. Pareil, ramenons ça à... D'abord, allons voir ce qu'il y a vraiment. Ramenons ça à la consommation mondiale actuelle et puis il va vraiment falloir relativiser. Voilà, donc c'est en plus, alors la grande question, c'est quand le peak oil? Voilà, alors on ne sait pas, c'est très difficile d'être précis sur la date pour plusieurs raisons. Déjà parce que la courbe, je vous ai dit, elle est à peu près une courbe en forme de cloche, mais entre les trois, là, on ne sait pas exactement où ça va se situer. Deuxième difficulté, c'est que pour la courbe de consommation et de production de pétrole, elle n'est pas exactement linéaire, donc il y a des petits soubresauts. Et pour pouvoir faire une courbe bien propre, il faut faire une courbe moyenne avec une moyenne lissée sur 10 ans ou 20 ans. Pour faire une moyenne lissée sur 20 ans, il faut connaître les 10 années précédentes. Les 10 prochaines, on ne les a pas. Donc on va pouvoir faire la courbe lissée qui s'arrête il y a 10 ans. Et donc, on sera capable de dire quand avait eu lieu le pic pétrolier 10 ans après, déjà. Donc quand on connaîtra la date du pic oil, il sera trop tard. Et puis les problèmes commencent quand? Quand ça décroît ou avant? Si la demande elle fait ça et puis que l'offre elle fait ça, vous voyez que potentiellement le problème il apparaît avant la date elle-même du pic oil. La tension, elle est déjà existante aujourd'hui. C'est pour ça que le prix augmente. Alors qu'on n'est pas sûr exactement d'être au pic. On pense, mais on n'est pas sûr. Bon, et puis il y a un rapport qui est sorti aux États-Unis il y a quelques temps qui explorait les scénarios pour l'économie américaine en termes de comment elle va se comporter par rapport au peak oil. Et les conclusions étaient de dire que si on s'y prend au moment du pic, ça va vraiment être une catastrophe. Si on anticipe 10 ans avant le peak oil pour adapter l'économie à marche forcée, on va sauver les meubles, mais idéalement, il faudrait s'y prendre 20 ans avant. Et aujourd'hui, les experts les plus optimistes, ils le situent en 2020. Les plus pessimistes, ils le situent aujourd'hui ou il y a quelques années. Donc, conclusion, on a déjà au moins 10 ans de retard sur notre adaptation au post-pétrole, qui commence dès qu'on a atteint ce pic et qu'il faut faire avec moins. Il faut faire marcher notre économie avec moins. Voilà. Alors, petit élément sur l'amont et l'aval du pétrole. Là, je vous illustre la combustion d'une énergie fossile, le gaz naturel. Vous avez un atome de gaz naturel qui est là, il rencontre 2 atomes d'oxygène, vous mettez une petite étincelle, ça dégage beaucoup d'énergie, et ça vous donne, je vais revenir un peu en arrière, on va la refaire, ça dégage beaucoup d'énergie et ça vous donne une molécule de CO2 qui va rester dans l'atmosphère pendant 1 à 2 siècles, 2 molécules d'eau inoffensives qui vont retomber sous forme de pluie dans les 3 semaines. Et puis surtout, vous avez fait au passage beaucoup d'énergie. Voilà, donc l'eau ici va disparaître, le carbone reste et va poser le problème du changement climatique, voilà, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Mais
vous avez déjà un gros problème ici en aval, qui est que si on en met trop dans l'atmosphère, on casse le climat, et qu'avec 4-5 degrés de plus, on change d'air climatique, on ne sait pas ce qui va se passer, on sait juste qu'un tel changement n'a aucune chance de bien se passer, et donc il vaudrait mieux l'éviter. Et pour arriver à faire cette molécule de CO2, il a fallu brûler une molécule ici de gaz naturel, ou de charbon, ou de pétrole, mais il a fallu brûler des hydrocarbures fossiles. Alors, question, est-ce que la pénurie de pétrole ne pourrait pas être la réponse au changement climatique? S'il y en a plus assez, peut-être qu'on va éviter de casser le climat. Parce que ces deux contraintes, elles sont de nature très différente. La première, amont du carbone, eh bien c'est une... Oh, j'ai mal fait ma gourde. La première, en amont du carbone, c'est un problème de ressources, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le robinet il s'arrête et on est obligé de faire 100. Voilà. C'est très compliqué à gérer, mais c'est d'une nature assez différente de la suivante. La contrainte aval, c'est qu'il y a des ressources et il faut qu'on s'empêche nous-mêmes de s'en servir. C'est-à-dire que là, le robinet, il est capable de couler et il faut qu'on résiste à la tentation d'utiliser cette ressource qui est là et qui est super pratique. Donc là, c'est d'une nature très différente. La première, à la limite, bon, il va falloir s'adapter au fait qu'il n'y en a plus. La deuxième, c'est, il y en a et je n'ai pas le droit d'y toucher. Je m'interdis d'y toucher. C'est beaucoup plus dur. Alors, est-ce que un problème ne pourrait pas être la solution de l'autre? Voilà. Alors on va regarder les ordres de grandeur des quantités qui vont bien. Donc en amont, j'ai mes 3 énergies fossiles. En aval, j'ai ma production de CO2. Quel est mon budget CO2 pour ne pas casser le climat? Eh bien, les scientifiques me disent que si je ne veux pas dépasser les 2 degrés, en plus de ce que j'ai cramé dans le passé, j'ai droit à peu près 650 milliards de tonnes de carbone en plus à mettre dans l'atmosphère. Donc ça fait, retenez un chiffre rond, ça fait 1000 en tout, entre ce qu'on a, le CO2 qu'on a fait dans le passé et le CO2 qu'on va faire à l'avenir. Le budget carbone, c'est 1000 milliards de tonnes de carbone. Alors attention, les unités, il y a les tonnes de carbone et les tonnes de CO2. Donc ici, je m'exprime en tonnes de carbone. Donc je compte le poids de l'atome de carbone et pas le poids de la molécule de CO2. Alors, maintenant, si je compte toujours en carbone, c'est l'intérêt de compter l'atome de carbone, c'est que ça a un sens aussi bien en amont qu'en aval du carbone. Alors que si je compte le poids de la molécule de CO2, ça a un sens qu'en aval. Donc mes petits atomes de carbone qui sont aussi présents dans les hydrocarbures et qui sont l'essentiel de la masse des hydrocarbures, j'utilise donc cette unité-là. Alors maintenant, je regarde un peu les ressources disponibles en pétrole, charbon et autres. Donc 280 milliards de tonnes de carbone disponibles sous forme de pétrole, 250 sous forme de gaz, et puis je rajoute à ça le pétrole non conventionnel avec un chiffre très approximatif, hein, parce que c'est difficile d'avoir des idées précises sur ce chiffre, mais bon, de l'ordre de 330 milliards de tonnes. Je n'ai pas le chiffre sur le gaz naturel, mais là aussi il y a du gaz de schiste, c'est significativement plus qu'aujourd'hui. Mais vous voyez que si on s'en tient au pétrole et au gaz conventionnel, ça passe, si on ne touchait pas au reste. On prend le pétrole et le gaz conventionnel et on ne va pas au-delà. Ça passe presque en termes de climat. Et maintenant, le charbon. Voilà. Et le charbon, c'est 10 fois plus, enfin c'est de l'ordre de grandeur de 10 fois plus que le reste des autres ressources fossiles. Donc on a 2 contraintes à la fois. Celle sur le peak oil, elle s'applique aujourd'hui, on est au moment du peak oil aujourd'hui, et cette pénurie qui fait que le prix est déjà à 100 $ et qu'il n'y a aucune raison de baisser et qu'il va continuer d'augmenter, cette pénurie s'applique aujourd'hui, elle est déjà en train de plomber notre économie, c'est ce que je vais voir juste après. Et en même temps, on a la contrainte aval sur le climat, mais qui n'est pas tant liée à l'essence pour se déplacer et au pétrole lui-même, elle est liée au non conventionnel, elle est liée au charbon qui est
Je ne sais pas si vous avez entendu les actualités sur le charbon, il est en train de dépasser le pétrole en termes de ressources, en termes d'énergie primaire. À l'époque où j'ai préparé les slides, j'avais des chiffres très faciles à retenir, qui étaient que le pétrole, c'était 1/3 de l'énergie du monde, le charbon 1/4 et le gaz 1/5 en énergie primaire. Et bien aujourd'hui, le charbon est en train de dépasser, de rattraper le pétrole. Surtout grâce à la Chine qui construit énormément de centrales électriques au charbon. Voilà. Donc il va falloir gérer ces deux problèmes en même temps. Et donc je vous avais dit qu'en dernier point, je voulais vous parler de la très forte dépendance de l'économie à l'énergie. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pardon. Je fasse le ménage dans mes slides. Voilà. L'énergie comme facteur de production. Alors là, on va faire un petit peu d'économie du coup. Et je vais essayer de vous définir ce que c'est qu'une fonction de production pour les économistes. Donc une fonction de production dans un modèle économique, c'est quelque chose c'est une fonction qui dépend d'un certain nombre de facteurs et qui représente la production de l'économie. En d'autres mots, le PIB. Le PIB, c'est une bonne façon d'exprimer la production économique. On pourrait dire production industrielle aussi, on pourrait chercher la fonction de production de la production industrielle uniquement. On va être plus large, on va prendre le PIB. Et dans certains modèles économiques, le PIB est une donnée exogène, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intégrée dans le modèle, elle vient de l'extérieur. On donne au modèle un scénario de PIB sur l'avenir. Le PIB à l'avenir, il va gagner 1% par an, 2% par an, au niveau d'un pays ou au niveau mondial, hein, ça dépend du scope de votre modèle. Mais beaucoup de modèles chez les économistes prennent un PIB exogène, c'est-à-dire que c'est un scénario, c'est une hypothèse d'évolution du PIB, et puis après le modèle lui-même il va vous donner plein de choses, et notamment moi ce qui m'intéresse c'est les modèles qui intègrent l'énergie, et donc il y a des modèles qui vont vous dire du coup quelle va être la consommation énergétique d'une économie qui fonctionne comme ça, et puis si le pétrole n'est pas très disponible, eh bien le modèle va en déduire le coût, le prix du pétrole qu'il faut atteindre pour qu'il soit rentable d'en extraire assez pour faire tourner l'économie. Enfin. Bon, mais si on réfléchit un petit peu, le PIB n'est pas quelque chose qui se décide politiquement, malheureusement. Il dépend de ce qu'on appelle les facteurs de production, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et par conséquent, il n'est pas logique de le prendre comme une donnée exogène. Et il faut plus faire confiance à des modèles qui ont pris le PIB comme une donnée endogène, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de l'environnement de notre économie qui vont permettre à l'économie de fonctionner, et la production de notre économie va être une résultante de tout ça. Alors, quelques exemples de fonctions de production. La plus connue, c'est la fonction de Solow, qui disait que ici, la production est une fonction du capital et du travail. Alors, elle a vraiment fait ses classes, elle est enseignée à l'école. Et puis en faisant ça, donc il a essayé de l'exprimer sous une forme simple, une fonction Cobb-Douglas que je vais vous présenter tout à l'heure, où on dit ce serait donc le capital, donc la production va être égale à K, le capital, à la puissance alpha, multiplié par L, le travail, labor, à la puissance bêta. Et puis il a essayé de faire une extrapolation, de trouver alpha et bêta sur le long terme, en connaissant la production passée, donc le PIB dans le passé, le nombre d'heures travaillées dans le passé, l'ensemble du capital productif dans le passé, et puis il voyait que ça ne collait pas. Et donc, comme ça ne collait pas, il a inventé un truc pour dire que finalement ça colle, c'est le résidu de Solow. Voilà, donc l'erreur qu'il a fait dans sa modélisation, il a appelé ça le résidu, et puis il a dit, bon ben le résidu c'est le progrès technologique en fait. Et là c'est pour ça que devant le labor, il y a le A qui est le niveau d'éducation des gens, qui fait que plus ils sont performants, plus ils sont éduqués, plus leur travail est productif. Donc il y a un facteur de productivité du travail qui vient s'ajouter, et avec ça, ça passe à peu près, mais enfin c'est facile du coup parce que tout décalage, on appelle ça progrès technologique, puis du coup, a posteriori, on a déduit quel a été le progrès technologique. Voilà, donc un peu facile. Alors, on s'est rendu compte par la suite que quand même l'énergie est quelque chose qui est important dans l'économie. Hein, parce qu'on ne fait pas tourner une usine sans énergie, on ne fait pas tourner un tracteur sans énergie, on ne fait pas avancer un camion qui transporte vos matières premières sans énergie.
Donc on a inventé des fonctions dites clés, KLE, où on dit, voilà, maintenant on dit, la production de l'économie est une fonction du capital, du travail et de l'énergie. Alors on pourrait remplacer l'énergie par énergie utile, c'est-à-dire le véritable service rendu par l'énergie au bout du bout, donc pas juste l'énergie finale. Par exemple, l'énergie finale, ça peut être le litre d'essence que je mets dans ma voiture, hein, c'est une énergie finale, alors que l'énergie utile, c'est après le rendement de mon moteur, qui lui-même est une machine thermique, qui a un rendement inférieur à 1, après le rendement, j'ai une énergie utile. Voilà. Et d'ailleurs, quand on prend l'énergie utile, on arrive encore mieux à coller à quelque chose qui marche. On pourrait rajouter également les matières premières ou la créativité, un peu comme avait fait Solow avec le résidu de Solow. On pourrait dire qu'il y a une dernière valeur qui est la créativité, parce que voilà. Alors c'est compliqué d'avoir un modèle avec trop de variables, parce qu'après vous n'y voyez plus rien. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que des gens ont creusé les fonctions de production dans ces différentes directions. Mais là, aujourd'hui, on va se contenter de regarder une fonction de production de type clé, donc travail, capital, travail et énergie. Et si on veut lui donner une tête mathématique, si on veut lui donner une forme mathématique, on va prendre celle-là qui est la plus simple, et donc la plus pratique et puis facile à comprendre intellectuellement. Donc je vais dire que mon PIB, c'est le capital puissance alpha fois le travail puissance bêta fois l'énergie puissance gamma. Et puis on va voir concrètement ce que ça veut dire. Alors que représentent ces valeurs? Capital, travail et énergie. Le capital, c'est le capital productif. C'est l'ensemble des machines qui me permettent de produire. Hein, donc un ordinateur, un tracteur, une usine, c'est du capital productif. Le travail, c'est les bonhommes qui travaillent. Et puis l'énergie, c'est mon bidon d'essence qui va me permettre de faire tourner tout ça. Voilà mes 3 facteurs de production. Et là, avec cet exemple-là, vous comprenez bien que pour faire des céréales, il faut bien un tracteur, un agriculteur et de l'essence pour mettre dans le tracteur. S'il vous manque l'un des trucs, ça ne marche pas. Donc d'ailleurs, ça on peut zapper. Chaque facteur de production est essentiel, c'est-à-dire que s'il y a l'un des 3 qui n'est pas là, on ne produira rien. Si je n'ai pas de tracteur, je vais produire avec mes mains, je ne vais quasiment rien produire. Si je n'ai pas le fermier, je ne vais pas produire non plus. Et puis si je n'ai pas d'énergie, c'est pareil. Il m'en manque un, enfin c'est pas grave. Si je n'ai pas d'énergie, c'est pareil, je ne vais pas être capable de produire grand-chose. Alors, la fonction de production, si on fait sa dérivée partielle par rapport à un des facteurs, elle est positive. Ça veut dire que si elle était négative, ce sera un facteur, pas de production, mais ce sera un facteur de destruction. Si je rajoute de l'essence et puis que ça me fait baisser ma production, c'est que c'était préjudiciable à ma production, donc ce ne serait pas un facteur de production. Donc la dérivée partielle par rapport à l'un des termes, elle est supérieure à 0, ça c'est la définition d'un facteur de production. Et puis par contre, la dérivée seconde, elle est négative. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'essaye de produire plus, juste en mettant 2 bonhommes en plus, alors que j'ai toujours la même quantité d'essence et le même nombre de tracteurs. Bon ils vont pouvoir se relier sur le tracteur, mais enfin, s'il n'y a pas plus d'essence, ils ne produiront pas plus. Donc ça ne va pas. S'ils sont 2, toutes choses égales par ailleurs, la même quantité d'essence et le même nombre de tracteurs par ailleurs, toutes choses égales par ailleurs, ils ne vont pas produire beaucoup plus. Si je mets plus d'essence pour un mec et son tracteur, ici il fait des heures sup, il produira plus, mais au bout d'un moment il sera fatigué, et donc je peux lui rajouter autant d'essence que je veux, je ne vais pas multiplier de façon proportionnelle la productivité juste sur ce facteur-là. Et puis évidemment, si le mec il a 2 tracteurs, il ne va pas pouvoir les conduire en même temps. Donc c'est pareil, il peut peut-être avoir un tracteur plus puissant par contre, mais voilà, ce ne sera pas proportionnel si on garde les deux, toutes choses égales par ailleurs, si on joue sur un seul des éléments, le rendement il va être décroissant. Par contre, si vous multipliez tout par 2, là, vous avez quelque chose qui va être le double. Et c'est pour ça qu'on a fait, dans les fonctions de production, on fait l'hypothèse de l'échelle constante, du rendement d'échelle constant, c'est-à-dire je multiplie tout par 2, j'ai 2 tracteurs, 2 bonhommes et 2 fois plus d'essence, là je vais pouvoir faire 2 fois plus de céréales. À supposer que j'ai 2 terres pour faire ça. Il y a des limites physiques qui vont s'appliquer à un moment donné, mais à supposer que j'ai la surface agricole, je vais pouvoir doubler la production si j'ai doublé tous les facteurs de production. Voilà, alors quoi dire de plus? Ces 3 facteurs sont, dans une certaine mesure, ces 3 facteurs sont un petit peu substituables. Je vais essayer de vous l'illustrer. Pas forcément avec les tracteurs, mais avec d'autres exemples.
Alors, par exemple, la substituabilité entre le travail et le capital. C'est quoi? C'est quand on remplace des gens par des machines. Ça fait 2 siècles qu'on fait ça. Là, je vous ai montré, je vous ai illustré ça avec les métiers à tisser. Voilà, on a quelqu'un derrière son métier. Maintenant, on a des machines. Donc, voilà, il faut surtout du capital. Alors, il faut un petit peu d'énergie là aussi pour les faire tourner, mais surtout, il faut des machines. Et on a remplacé les gens par des machines. Donc, avec moins de travail et plus de capital, on peut arriver à la même production. Une autre substituabilité, c'est entre le travail et l'énergie. Donc je peux utiliser un truc à la main ou un truc électrique. J'ai remplacé ici l'énergie de mes muscles, hein, celle de Schwarzenegger des slides d'avant, par l'énergie électrique beaucoup moins chère. Et ça va très bien marcher aussi. Un autre exemple, c'est le vélo et la bicyclette. Alors on va dire que c'est un beau vélo qui a le même prix que celle-là. Donc en termes de capital, c'est toutes choses égales par ailleurs, hein. Un beau vélo ici, une petite machine là. Et bien là, dans le cas du vélo, c'est l'énergie de mes muscles, et puis dans le cas de la bicyclette, c'est l'énergie de l'essence que j'ai achetée. Donc on peut produire la même chose, le même nombre de kilomètres parcourus, en substituant du travail par de l'énergie. Et puis, dernier point, on peut substituer également de l'énergie et du capital. Donc, exemple, je chauffe ma maison avec de l'énergie qui est du bois, du fioul ou autre. Et autre solution, plutôt que de chauffer ma maison avec cette énergie, je vais l'isoler pour diviser par 3, par exemple, mon besoin d'énergie. Donc je vais utiliser moins d'énergie, mais il aura fallu, pour compenser, mettre de la laine de verre qui représente un capital, un peu comme un capital productif, qui fait que ma maison vaut plus cher. C'était un investissement, il a fallu le mettre, etc. Donc j'ai substitué de l'énergie par du capital. À chaque fois qu'on remplace un process industriel par un process industriel qui consomme moins d'énergie, mais avec une machine qui coûte plus cher, eh bien on a joué sur cette substituabilité-là. Alors, maintenant qu'on sait que ces choses sont substituables, il y a... Ah oui, dernier exemple aussi, c'est le fait de remplacer l'énergie fossile par une éolienne. Dans le cas de l'énergie fossile, ici, on va taper dans un stock d'énergie qui est le gaz, le pétrole ou autre, qui est gratuit, hein, tout comme le vent, mais c'est un stock qui est fini. Et si je veux remplacer une consommation d'énergie fossile par une consommation d'énergie éolienne, eh bien, il va falloir planter des éoliennes. Et ce qui coûte cher là-dedans, c'est les éoliennes. Ce n'est pas le vent, c'est les éoliennes. Ici, le pétrole était gratuit aussi, mais les infrastructures pour aller chercher étaient très très légères par rapport à ce que ça coûte d'aller moissonner, comme on dit, moissonner le vent, qui est beaucoup plus dilué, et là c'est beaucoup plus capitalistique. Voilà, donc si je veux aller vers l'éolienne, c'est beaucoup plus de capital pour produire de l'énergie. Bon, maintenant que j'ai compris cette notion de substituabilité entre mes 3 facteurs, je vais invoquer un théorème que les physiciens utilisent. Bon, elle a ses limites, mais on va dire qu'aux alentours du point auquel on est aujourd'hui, dans une petite mesure, cette substituabilité, elle fonctionne. Quand je dis elle a des limites, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais se passer intégralement de l'énergie en remplaçant par du capital et du travail, parce que si j'ai 0 énergie, j'ai toujours 0 production. On ne pourra pas non plus remplacer tout le travail par le reste. Il y aura toujours besoin d'un petit peu de chaque. Hein, mais aux alentours de là où on est aujourd'hui, on peut peut-être substituer dans une certaine mesure. Et alors, il y a un théorème en économie qui dit qu'à l'équilibre, l'élasticité d'un facteur de production est égale à la part des coûts de ce facteur dans la production. J'ai oublié de vous définir ce que c'était que l'élasticité. L'élasticité, c'est dans la formule Y égale K puissance alpha, bêta, etc. C'est les exposants. Alpha, bêta et gamma sont les élasticités de chacun des facteurs. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un facteur a une élasticité forte, ça veut dire qu'on est très dépendant de ce facteur pour produire. S'il a une élasticité faible, c'est qu'on est un peu moins dépendant de ce facteur. Voilà. Donc on va essayer de comprendre tout à l'heure, entre le travail, le capital et l'énergie, lequel des 3 a l'élasticité la plus grande? Quel est celui qui est le plus important des 3? Voilà. Ils sont tous importants, hein, mais puisque n'importe lequel qui manque, on ne produit plus. Mais n'empêche qu'il y en a sur lesquels on va avoir encore plus besoin. Donc ça c'est l'élasticité, c'est à quel point on est dépendant de ce facteur. Et donc il y a un théorème économique qui dit qu'à l'équilibre, eh bien, l'élasticité va être égale à la part du coût de ce facteur dans la production.
Alors, je vais essayer de vous faire comprendre intuitivement ce que ça veut dire et pourquoi. J'ai le choix entre une machine et un bonhomme. La machine est moins chère, ben je prends la machine. Maintenant, on imagine que tout ça est sur un marché. Donc, il y a un marché du travail, il y a un marché des machines. Et comme la loi du marché fait que quand la demande baisse, le prix baisse, et quand la demande augmente, le prix augmente, etc. C'est un équilibre, le marché tend à rééquilibrer les décalages entre l'offre et la demande. Eh bien, si j'ai le choix entre deux facteurs de production, que je suis très dépendant d'un facteur et un peu moins de l'autre, et puis qu'il y a des décalages de prix, je vais avoir tendance à choisir celui qui est le plus intéressant. Et à l'équilibre, en effet, ça se démontre mathématiquement, à l'équilibre, en théorie, je vais me retrouver avec des coûts pour chacun des facteurs qui sont représentatifs de leur élasticité. C'est-à-dire que celui dont je suis le plus dépendant, je vais être prêt à payer très cher pour l'avoir, et celui dont je suis le moins dépendant, je vais être prêt à dépenser beaucoup moins pour l'avoir et je vais moins le rémunérer. Et l'équilibre, l'optimum économique consiste à rémunérer chacun des facteurs, d'autant plus qu'on en est dépendant. Voilà, ça, c'est une espèce d'optimum économique. Intuitivement, je pense que ça se comprend. Hein. Alors, question, quel est le coût de chacun des trois facteurs dont je vous ai parlé dans l'économie? Hein, le coût du capital, c'est grosso modo 25% du PIB. Le coût du travail, c'est 70%. Et le coût de l'énergie, c'est de l'ordre de 5%. Voilà. L'ensemble de l'énergie, c'est 5% du PIB. Donc l'ensemble des secteurs industriels qui consistent à fabriquer, à produire de l'énergie, c'est 5% de l'économie. Le coût du travail dans l'économie, c'est de l'ordre de 70%, et puis le coût du capital de l'ordre de 25%. Voilà, ça, c'est la structure de coût. Alors, il y a des économistes, quand ils font leur modèle économique, ils se disent, bon, ben, on a les coûts, les élasticités, on ne les connaît pas, parce qu'ils ne savent pas très bien comment les calculer. Donc, on va prendre le théorème, là, puis on va prendre ces coûts, et on va dire que les élasticités sont égales à ça. Et donc, ils disent que l'élasticité de l'énergie est de l'ordre de 5%. Donc c'est très faible, comme si l'économie était presque indépendante de l'énergie. C'est là qu'il y a peut-être un problème. Alors, il y a des chercheurs qui sont allés faire le travail de se dire, bon, mais moi je vais calculer mathématiquement les facteurs de production, enfin les élasticités des facteurs de production. Et donc ils ont fait des applications numériques. Pour le PIB, ils prennent le PIB, enfin pour la production, ils prennent le PIB. Pour le capital, ils extraient ça de la comptabilité nationale, ils prennent la somme des bilans des entreprises. Le ministère du Travail leur fournit un nombre d'heures travaillées, et puis l'Agence internationale de l'énergie, la consommation d'énergie primaire par pays, etc. Et puis ils font des courbes sur 40 ans, et puis ils font une espèce de régression linéaire pour trouver les coefficients alpha, bêta et gamma. Hein, ils disent, mes inconnus, c'est alpha, bêta et gamma. Le reste, je le connais sur 40 ans. Et donc, je fais une espèce d'équivalent de régression linéaire avec les méthodes des moindres de carrés. Je simplifie parce que c'est plus compliqué que ça. Donc, une méthode des moindres carrés là-dessus pour trouver alpha, bêta et gamma. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé des élasticités qui valent 40% pour le capital, 10% pour le travail et 50% pour l'énergie. C'est des ordres de grandeur, hein, parce que là, d'un pays à l'autre, ça variait légèrement, mais j'ai pris des chiffres très, très arrondis, mais les ordres de grandeur sont là. C'est très, très, très différent de la structure de coût. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Alors, on peut déduire plusieurs choses. Le premier point, c'est que, donc ma question, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Le premier point, c'est que le rôle de l'énergie est sous-estimé dans les modèles économiques. Ça, c'est très important. Et ça rejoint ce que je vous avais dit au début. Quand on essaye d'élaborer des solutions pour sauver le climat, pour sortir des énergies fossiles, etc., et qu'on n'est pas conscient que l'économie dépend à ce point de l'énergie, on va aller vers des solutions qu'on imagine faciles à mettre en place, et puis concrètement, quand il faut le faire, il y a des gens qui vont nous dire « oui, mais vous faites ça, moi je mets 10 000 personnes au chômage », et en fait, c'est vrai. L'économie dépend énormément de l'énergie pour fonctionner, donc il faut en être conscient pour élaborer des solutions pour l'avenir. Premier point. Deuxième point, je vais zapper ça, le travail serait trop payé. Ah oui, parce que si je me rappelle mon théorème des facteurs de production qui devrait être proportionnel au coût, j'ai le choix entre une machine et un bonhomme, bon, bah, je vais zapper le bonhomme et puis je vais prendre la machine. Et pourquoi on continue d'avoir 70% des gains de l'économie qui vont vers la rémunération du travail? Eh bien, en fait, il y a des gens comme Henry Ford ou Keynes qui nous ont dit « mais c'est fait exprès, il faut payer les gens pour qu'ils consomment derrière ». On est dans une économie où on paye les gens pas juste parce qu'ils produisent. C'est important de payer les gens
parce que c'est le système entier de l'économie. L'économie sert à ça. L'économie sert à ce qu'on puisse ensuite, une fois qu'on a été rémunéré, acheter de quoi vivre, de quoi se vêtir, de quoi se loger, etc. L'économie fonctionne déjà comme ça. Si on se dit qu'il faut instaurer quelque chose de totalement libéral où on va pouvoir arbitrer de façon très froide entre les différents facteurs de production, donc un tracteur et de l'énergie versus un travailleur, ou plutôt une machine automatique et de l'énergie versus un travailleur, et puis qu'on laisse les choses se régler uniquement par le marché, bah on va mettre tout le monde au chômage. Si on laisse les choses se passer comme ça ne fonctionne pas. On va droit dans le mur. Donc en fait, on est déjà dans une situation qui ne fonctionne pas d'un point de vue purement libéral comme ça, et heureusement, parce que sinon, on irait complètement dans le mur. Troisième conclusion, c'est que l'énergie ne peut pas être remplacée par le travail. Donc rappelez-vous la slide avec Schwarzenegger, l'énergie musculaire coûte beaucoup trop cher, et donc on ne va pas pouvoir substituer l'énergie par du travail. Donc on a vu qu'à cause du peak oil, on va devoir produire autant avec moins d'énergie. Et si on se dit qu'on va revenir au travail humain pour remplacer l'énergie, c'est illusoire. Déjà, le travail musculaire, ce n'est pas la peine. Et il y a beaucoup de cas où on est totalement incapable de remplacer les machines et l'énergie extracorporelle par nos muscles. Et ça se voit ici, à travers ces deux facteurs, les 50% ici pour l'énergie et les 10% ici pour le travail. Ça nous dit que ce n'est pas une bonne voie. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où ça fonctionne. Hein. Vous prenez un vélo versus une machine, versus une voiture. La voiture, c'est énormément d'énergie pour déplacer 1 tonne de ferraille, alors que le vélo, c'est les muscles les plus puissants du corps qui vont tracter 10 kg de vélo et puis plus votre corps. Et le rendement, là, il est excellent. Le rendement du vélo, il est excellent. Donc remplacer une voiture par un vélo, c'est un exemple où, là, ça marche. Bon, après, il pleut, c'est pas drôle, mais là, ça marche. Mais dans beaucoup de cas, alors après, vous avez eu aussi l'exemple dans les stations, dans les gares, où vous pouvez charger votre téléphone avec les pieds. Voilà, bon, là aussi, ça marche, mais c'est l'énergie du téléphone. Dans beaucoup d'autres cas, ça sera quand même une autre paire de manches. Alors, donc ça c'est pour vous rappeler que l'énergie du corps, on n'est pas prêt de remplacer l'énergie extracorporelle. Quatrième point, la solution passe par l'investissement. Qu'est-ce qui vient après l'énergie comme facteur de production important? C'est le capital. Donc dès qu'on parle de transition énergétique, on parle de ça. On parle de cette flèche ici qui dit je vais substituer de la consommation énergétique par du capital productif, c'est-à-dire des machines qui consomment moins d'énergie, c'est de l'isolation de ma maison, c'est à chaque fois des choses qui sont très capitalistiques. L'ensemble des solutions pour gérer la transition énergétique sont très capitalistiques. On parle de l'éolien, ce qui coûte cher dans l'éolien, et ça coûte très cher, c'est les éoliennes. On parle du photovoltaïque, ce qui coûte cher dans le photovoltaïque, ce n'est pas le soleil, c'est le panneau. Donc, la transition passe beaucoup par là. Ça, c'est très important, on va l'illustrer tout de suite par un petit graphe. Il va falloir investir beaucoup plus qu'aujourd'hui dans notre économie. On investit dans notre économie, on investit toujours, mais il va falloir que l'ordre de grandeur de ce qu'on investit change. Bon, ça on l'a dit. Un petit graphique pour illustrer les énergies de stock et les énergies de flux. Si on parle par exemple de passer des énergies fossiles à des énergies renouvelables, parce qu'à terme, c'est bien ce qu'il faudra faire à l'échéance d'un siècle. Dans un premier temps, ce qu'il faudra faire, c'est surtout baisser la consommation d'énergie, hein, évidemment. Mais à terme, à l'échelle de 2100, 2200, c'est clair que là, le fossile, il faudra s'en être débarrassé à la fois pour des raisons de climat et puis pour des raisons qu'il n'y en a plus. Et on ne sera que sur des énergies de flux, biomasse, vent, etc. Et donc, une énergie de stock, je prends dans un stock et puis j'ai un flux qui sort de ce stock et puis je fais tourner des choses. On est ici dans le facteur de production énergétique. Et puis je vais vers des énergies de flux où là, je ne compte pas le vent. C'est mon énergie, mais je ne la compte pas.
parce que j'ai pas besoin de le compter. Ici, je le comptais parce que c'était un stock, c'était issu d'un stock, donc il faut bien le compter parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Mais ici, le vent, ça va, c'est renouvelable, donc je n'ai pas besoin de le compter. Donc je suis dans une logique d'énergie de flux. Ce qui compte, c'est mon capital qui permet de transformer ce flux en véritable énergie. Voilà. Donc ici, on a du stock qui va générer un flux, et puis ici, on a un flux qui est le vent, hein, qui va générer, enfin qui nécessite un stock pour fonctionner. Un stock, c'est un capital. Le capital, c'est un stock, un truc physique. Voilà, donc on a un petit peu le contraire. Là. Du côté des énergies de flux, il faut du stock, du capital pour les faire fonctionner. Du côté des énergies de stock, on utilise un flux d'énergie et puis il va alimenter notre économie. Donc ça, c'était pour illustrer le propos. Même HSBC est d'accord avec l'idée qu'on va vers un monde de plus en plus capitalistique. Et puis, à travers toutes les solutions de la transition énergétique, que ce soit dans le bâtiment où il va falloir isoler, dans le transport où il va falloir faire des machines qui consomment moins, ou dans l'industrie où il va falloir changer les process industriels pour consommer toujours moins, à chaque fois, ça passe par de l'investissement. Une grande question que ça pose, c'est quid de la rémunération ? Parce que si on va vers des solutions qui consistent à investir beaucoup dans le capital physique, le pendant du capital physique, de l'autre côté du PNL de votre comptabilité, c'est le capital financier qui a financé ce capital physique. Il va falloir financer cette transition, et qui dit financement dit rémunération du capital. Et donc si la transition énergétique passe par beaucoup d'investissements, et qu'on rémunère ces investissements au taux auquel on a l'habitude de les rémunérer aujourd'hui, ça va à la fois coûter très cher, et puis ça va continuer de distordre notre économie avec des dispersions de revenus qui sont déjà extrêmement croissantes. C'est-à-dire que la dispersion entre les faibles revenus et les hauts revenus est en train de s'étirer de plus en plus, à condition d'intégrer évidemment les revenus du capital pour avoir ce résultat. Vous allez vers une solution où vous allez demander à ceux qui sont capables d'investir énormément d'argent pour financer la transition, parce que c'est ceux qui peuvent investir qui vont le faire. Si on reste sur les taux de rémunération actuels, ça pose une vraie question de société sur les répartitions des revenus. Voilà. À moins que les investissements soient faits par l'État. Voilà. Donc un autre enseignement, un autre corollaire de ça, c'est que l'investissement public, à condition que l'État en soit capable, l'investissement public est très important, notamment pour des histoires de taux d'actualisation, parce que là, on est sur des solutions pour sauver le climat qui ne sont pas forcément rentables financièrement. D'un point de vue purement financier, ce n'est pas toujours rentable. Donc, ça peut passer par l'investissement public, pour cette raison. Parce que le théorème là, de l'équilibre, on a compris qu'il avait un sens. Si on laissait le marché gérer les choses entre les trois facteurs de production qui sont à notre disposition, eh bien, à terme, on pourrait se retrouver à l'équilibre, avec une répartition des coûts qui serait égale à l'élasticité. Un autre théorème, il dit qu'on tend vers ça. Donc on tend vers un monde dans lequel le capital, il est à peu près au même niveau, le travail il est rémunéré beaucoup moins, et puis l'énergie, elle coûte un tiers du PIB. Alors que l'énergie coûte un tiers du PIB, on va peut-être aller vers ça. On a compris que le prix allait augmenter, qu'on allait de plus en plus nombreux à travailler pour fabriquer de l'énergie qui elle-même fait tourner l'économie. Mais ça, c'est inquiétant. Hein. La partie capital, la partie rémunération du travail qui se retrouvait quelque part entre les deux, c'est très inquiétant. Voilà une question qui est posée par ce sujet. Voilà, donc une question de répartition des revenus. Et enfin, on a surtout une question de court terme et de long terme. Donc je vous ai présenté ici une évolution du PIB qui risque de stagner pour les raisons énergétiques hein, qu'on a expliquées. Donc une disponibilité de l'énergie de plus en plus limitée et l'économie étant très dépendante de ça, ça risque de limiter la capacité de croissance de l'économie. Donc pour ça, je vous mets quelque chose de plutôt plat sur la fin. À supposer qu'on réussisse à le maintenir plat hein, et que ça ne redescende pas. Dans l'économie, vous avez une partie de ce qui est des ressources de l'économie qui est dirigée vers les investissements dans le capital fixe.
Donc c'est ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, c'est grosso modo 20% de notre économie. Donc on produit des choses, ça ramène de l'argent, et à peu près 20% de ce que l'économie rapporte sert à investir dans les machines, renouveler les machines, investir dans des nouvelles machines, etc. Et ça fait des décennies que c'est à peu près 20% de l'économie. Si on se dit que la transition énergétique, elle passe par des investissements massifs, ça veut dire que peut-être que ce 20%, il faut qu'il passe à 30%. Peut-être, j'ai mis un chiffre au hasard. Ça doit bouger de façon significative. Cet investissement en capital doit bouger de façon significative. Eh bien, dans un monde où on a le maximum ici qui est limité, cet investissement dans le capital, cette formation de capital va venir au détriment de la consommation. C'est-à-dire qu'on va consommer, on va devoir se serrer la ceinture pour que ça passe aujourd'hui, sinon ça ne passe pas demain. Voilà, donc si on ne fait pas ça, si on ne fait pas cet investissement ici, donc la zone en rouge, là, la zone rouge, c'est je me serre la ceinture aujourd'hui pour investir dans la transition énergétique, parce que je le prends sur ma consommation. Les investissements que je fais, ce n'est pas en plus, c'est à la place d'une partie de ma consommation. Donc je fais des efforts aujourd'hui, je me serre un peu la ceinture aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est en rouge ici. Si je ne le fais pas, eh bien, je ne vais pas rester en résilience, je vais vers un effondrement puisque la quantité d'énergie disponible baisse et puis que je n'ai pas réussi à faire une substituabilité avec le capital, le travail, etc. Le travail, on a vu que ce n'était pas la peine, ce n'est pas ça qui va nous faire tourner l'économie. Et puis le capital, le capital, c'est que l'accumulation de ce qu'on a mis dedans. Il faut l'alimenter, ce capital, il faut le mettre. Donc c'est là qu'on fait la substituabilité vers le capital. Et si on ne la fait pas, on a nos facteurs de production qui nous disent que l'économie, elle baisse. Donc c'est une question de court terme et versus le long terme, c'est-à-dire que l'effort, il est à faire au début pour aller vers cette substituabilité de l'énergie par du capital productif, dans le but de maintenir une économie sur le long terme. Et donc la conclusion, c'est que le découplage va être un vrai challenge parce que l'économie étant aussi dépendante que ça de l'énergie, l'économie c'est quand même des jobs derrière. Et donc la question est de savoir comment est-ce qu'on maintient une économie qui fonctionne et qui crée de l'emploi avec de moins en moins d'énergie. Et c'est ça qui va être compliqué. Et je crois que c'est la fin de la présentation et je vous remercie.